moi, ce que je trouve intéressant dans la séquence de ces jours-ci, c'est finalement le renversement des armes politiques. Judith le disait à propos du 49.3, il y a encore quelques jours, on se disait peut-être que le gouvernement va utiliser le 49.3 à l'Assemblée pour compenser le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de voix venues de LR. Aujourd'hui, la question, c'est faudra-t-il le 49.3 pour éviter que des députés de la majorité votent contre. Et de même, l'autre arme, la question de la dissolution. Jusqu'à présent, on disait, voilà, Macron a l'arme de la dissolution parce que les députés LR, ils disent, voilà, on ne va pas retourner dans les urnes, on ne sait pas combien on va revenir. Bon. Mais croyez-vous que dans le contexte où nous sommes, les députés de la majorité aient envie, eux, de retourner devant les électeurs? C'est pas sûr du tout, et même, pour tout dire... certainement pas. Certainement pas. Bon. Donc, là, je pense que c'est l'autorité d'Emmanuel Macron qui est en jeu, parce que Judith l'a rappelé. En gros, pour faire bref, Darmanin veut à tout prix arracher un accord, et donc va être prêt à céder beaucoup à LR, et Elisabeth Borne, elle ne veut pas trop céder, elle met en avant l'unité de la majorité, donc elle ne va pas vouloir céder. La question, c'est quelle est l'autorité d'Emmanuel Macron? Est-ce que Emmanuel Macron a la capacité encore de dire à ses troupes, de dire à ses parlementaires, Renaissance, Horizon et Modem, écoutez, ne m'ajoutez pas une crise, ce texte, c'est peut-être pas le texte que vous souhaitiez, mais je vous le demande presque comme un service, votez-le pour éviter une crise politique. Bon, si oui, ils vont mettre un mouchoir sur leurs convictions. Et à Elisabeth Borne. Et à Elisabeth Borne, bien sûr, oui. Bon, et ils vont accepter ça. Et dans ce scénario, peut-être que le texte peut aboutir. Si Elisabeth Borne d'un côté ou la majorité de l'autre dit non, pas question, nous on n'abeuille pas aux ordres de Macron et on ne bougera pas sur ce qui nous paraît essentiel sur ce texte, là, pour le coup, on a le risque de crise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le président de la République, hier soir, je vous livre quelques confidences, après avoir reçu Gérald Darmanin, a remis une décoration à un acteur, Christian Clavier. Il a fait un discours brillantissime, paraît-il, sans notes, citant des phrases de films. Ou Emmanuel Macron? Pardon? Christian Clavier ou Emmanuel Macron? Non, Emmanuel Macron. Et qu'après, il est allé dîner avec Christian Clavier et sa deuxième épouse. Donc, il était plutôt assez serein, semble-t-il. En tous les cas, c'est l'affichage qu'il avait. Alors, est-ce qu'on a un calendrier? Parce qu'on a entendu Gérald Darmanin qui dit qu'il faut que tout ça soit bouclé d'ici à la fin de l'année. Ça me paraît tout à fait improbable. Justement, pour ajouter sur ce que Guillaume vient de dire, il y a la pression de l'opinion publique. Il y a la pression de l'opinion publique qui voit de plus en plus l'action du gouvernement à travers le prisme de l'inaction. La grille de lecture qui s'est maintenant imposée sur l'action du pouvoir exécutif, c'est, à part cette réforme des retraites mal faite qui s'est terminée en 49.3, il ne se passe plus rien. Donc dans, ce cadre-là, ça met une pression particulière, ça permet peut-être à Emmanuel Macron de mettre lui-même la pression sur sa majorité. La question de l'autorité d'Emmanuel Macron se pose avec beaucoup d'acuité. De plus en plus, les Français ont le sentiment que le président est de moins en moins fort, de plus en plus impuissant. C'est très intéressant dans les enquêtes, ce ne sont que des enquêtes, mais de traits d'image associés à Emmanuel Macron. En 2017, le trait d'image majeur, c'était « il a de l'autorité », puis c'est passé à l'autoritarisme au moment des Gilets jaunes. Ça s'est un petit peu rééquilibré avec ces crises Covid où il y a eu cet effet drapeau où les Français ont été derrière le président, mais depuis le début de son second mandat, il y a l'idée qu'il est de plus en plus vu comme autoritariste, avec l'autorité, mais une autorité qui s'est en fait perdue. Et il faut dire la chose suivante, et on a tendance à dire, moi je vous écoute en disant c'est un bon coup pour le RN, c'est un bon coup pour LR qui revient au texte originel. Les Français qui, sur le terrain, je partage complètement ce que Judith Vintraub a dit, n'ont pas beaucoup vu ce projet de loi. Mais ils soutiennent assez massivement, décorrélés d'ailleurs du clivage gauche-droite, beaucoup de dispositions. C'est assez dévastateur pour eux, ce qui s'est passé. Il y a une urgence sur ce projet sur la question migratoire. Il y a un enjeu migratoire qui est de moins en moins autonome, qui est de plus en plus corrélé à l'insécurité, mais le lien sécurité-immigration se fait maintenant automatiquement et majoritairement par la plupart des Français, y compris ceux de gauche. Il y a un lien parfois immigration-éducation, le niveau baisse à cause de l'immigration. Et donc, dans ce cadre-là, il y a vraiment, et puis je réponds à votre question un peu tardivement, mais le calendrier doit être très rapide. Et c'est une nécessité pour le pouvoir exécutif qui est, comme je vous ai dit, pris par ce soupçon de paralysie, de fin de règne et même d'inaction. Alors Paul, je vais vous donner la parole, mais on va déjà écouter Jordan Bardella. Je pense que nous entrons dans une crise politique
qui a été un petit peu dissimulée, avec laquelle on a gagné du temps depuis plusieurs mois à cause de 49.3 qui se sont multipliés dans notre société. Et je pense que face à cette crise politique majeure, il faut revenir au peuple. Et l'un des moyens de revenir au peuple qui est en démocratie, le souverain ultime, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Et si tel devait être le cas, alors le Rassemblement national serait évidemment prêt à assumer ses responsabilités. Que répondez-vous aujourd'hui à ceux qui estiment qu'une dissolution de l'Assemblée nationale devient inévitable ? Écoutez, c'est leur droit de le penser, c'est mon droit de ne pas être en accord avec cela. Je vous l'ai dit, nous avons adopté plus de 50 textes en 1 an et demi au Parlement, à la recherche de compromis. Je crois que c'est aussi l'honneur politique de notre pays, dans une période où les Français doutent de leurs institutions et doutent de la classe politique. Il y en a un qui joue en attaque, l'autre en défense. Hein. Là, c'est assez clair. Et défense molle, on peut Défense dire. molle, oui. Dire c'est mon droit de ne pas penser que... Et il n'est pas prêt pour faire des tacles. Paul, alors vous avez entendu Jordan Bardella. Moi, il y a quelque chose qui m'étonne quand même. Dissolution, certes, dissolution, admettons qu'ils gagnent le Rassemblement national, qu'ils obtiennent une majorité. Relative. On va les chercher pour former un gouvernement. Mais quel intérêt, alors, 2027, on n'a jamais gagné l'Élysée, en passant par Matignon avant, où on se casse les ailes, non ? C'est la vraie question. Et pour le moment, l'intérêt de Marine Le Pen, c'est de montrer surtout, avant tout, que le RN est prêt à gouverner. Ouais. Peut-être c'est un parti de gouvernement. C'est un parti de gouvernement, c'est ce qui lui manque. Elle dit on n'a plus besoin de se battre pour les fondamentaux, c'est-à-dire on a gagné la bataille du constat, maintenant ce qui nous manque c'est la bataille de la crédibilité et de terminer une fois pour toutes la normalisation. Peut-être qu'il faut passer par Matignon avant l'Élysée. Peut-être que cette fois-ci, dans un cas extrêmement rare et un peu unique, il y a eu une cohabitation qui s'est terminée par la victoire du champion 98-2002 par la... Non. Je vous dis des bêtises, pardon. Non. Ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Non, c'est vrai. Mais pardon, elle voit bien que de toutes les manières, elle a toujours estimé, en tout cas depuis l'élection législative de 2022, que l'Assemblée va être instable et que donc le gouvernement est un gouvernement en sursis. Que donc elle a dit très tôt à ses députés, soyez prêts, allez en circo, sécurisez votre terrain. On verra pour le travail à l'Assemblée plus tard. C'est pour ça que les PPL du RN sont à un seul article ou 2 articles maximum. Et donc, il y a toujours une idée de ces lieutenants qu'il peut y avoir une dissolution qui tombe. Il ne faut pas qu'on soit surpris. Donc, il faut qu'on soit prêt à faire campagne et prêt à accéder au pouvoir. Parce que le jour où on accédera au pouvoir, on ne pourra plus nous l'enlever. C'est toute l'idée qu'elle se dit et comment elle le théorise. C'est-à-dire elle appelle ça le crantage. On a crantage. On crante les choses. On a 2 vice-présidences à l'Assemblée. À la rentrée, il y a eu une tentative des écolos de rebattre les cartes dans la direction de l'Assemblée nationale pour enlever les 2 vice-présidents RN. Ça n'a pas marché. Ils ont 88 députés. On ne va pas leur enlever ça. Donc, elle estime que peut-être qu'avant l'Élysée, il faut la dernière marche qui est Matignon. Est-ce que c'est imaginable ? Bon, d'abord, il faudrait qu'ils aient une majorité. Ah oui. C'est jouable, ça ? Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a... On sortirait avec une chambre effritée aussi comme... Il ne faut pas oublier la chose suivante. Une dissolution, ça peut maximiser, comme dans tout scrutin intermédiaire, un vote sanction qui sanctionnerait le gouvernement en place. Il y a une dissolution demain, sachant, Yves, qu'il y a un scrutin quand même national dans quelques mois, des élections européennes. On peine à imaginer, mais soyons très très prudents, qu'il y ait des 2, qu'il y ait une dissolution en janvier-février, et donc des législatives en mars et des européennes en juin. Mais traditionnellement, ce vote sanction du gouvernement, dans tout scrutin intermédiaire, profite aux partis d'opposition. Mais la bipolarisation, c'est fini. En 97, la divine surprise et la belle victoire de la gauche, c'était le rejet du couple Chirac-Juppé. Là, on peut imaginer que le rejet d'un président Macron affaibli en fin de règne, mais il y aura une compétition entre les différentes oppositions pour pouvoir être le réceptacle de ce mécontentement. Compétition incertaine, même si l'IFOP, il y a un peu moins d'1 an, a fait avec le JDD et Sud Radio des projections pour une dissolution. C'est prudence absolue là-dessus, mais on avait une gauche en mauvais état, LR plutôt stable par rapport à son score de 2022, et c'est vrai que le gagnant, en tout cas le gagnant relatif, c'était le Rassemblement national. Il ne faut pas oublier également qu'en 2022, il y a énormément de circonscriptions qui se sont jouées entre 2 et 4 points, et souvent au détriment du RN. Mais en tout cas, aujourd'hui, ici et maintenant, une dissolution que les Français ne souhaitent pas
particulièrement, même s'il y a cette critique en termes d'inaction, de paralysie, rendrait une chambre, je dirais, encore plus introuvable et encore plus relative que celle actuelle. Alors, ah oui, vous dites que ça émietterait encore plus le paysage. On est déjà dans l'émiettement. Non, On est évidemment, déjà mais, dans la guerre des trois blocs. Est-ce que ça sera encore pire. Une question toute simple. 2022, la gauche sauve assez bien les meubles grâce aux candidatures NUPES unies. Est-ce que vous imaginez, on va dire des législatives en mars ou en septembre prochain, post-olympique, une NUPES unie, des candidats unis? On peine à l'imaginer, donc ça peut aussi mettre la gauche en très grande difficulté. Alors, l'autre solution, Judith, enfin, autre hypothèse, c'est qu'il y ait un remaniement ministériel. Alors, on sait ce que ça vaut. Pas grand-chose. Rien. Ouais. Déjà, quand ça va pas mal, ça Change rien. a une influence très relative sur la capacité à gouverner, parce que c'est ça dont il s'agit. En fait, la question, c'est est-ce que Emmanuel Macron va rester encore 3 ans et demi, c'est ça? Oui. 3 ans et demi au pouvoir sans rien faire. Olivier Véran se vantait d'avoir fait passer une 50aine de textes. C'est vrai, il a fait passer, par exemple, cette histoire d'urbains qui vont s'installer à la campagne, qui ne pourront plus poursuivre en justice les propriétaires du coq, qui les réveillera trop tôt le matin. Ouais. C'est très très bien, mais ça ne change pas fondamentalement quoi que ce soit à ce qui mine la vie des Français et aux problèmes de la France. Des textes comme ça, on peut en faire passer 10 par jour si on veut. La question, c'est est-ce qu'on a la capacité à répondre à ce qui gâche la vie des Français dans tous les domaines, à ce qui provoque l'effondrement de l'école, à ce qui fait que notre économie ne va toujours pas sensiblement mieux, à cette fiscalité qui plombe la compétitivité française. Bref, des sujets lourds avec qui apporter des réponses. Alors, Frédéric nous parle à juste titre du paysage encore plus morcelé qui sortirait d'éventuelles législatives. Il y a une hypothèse, alors, qui est de la pure conjecture de ma part, c'est un accord de gouvernement qui permettrait à Emmanuel Macron d'avoir une majorité. Avec qui? Il faudrait savoir s'il penche à gauche ou s'il penche à droite. Imaginons par exemple, mais je vous accorde que c'est vraiment de la spéculation, que Elisabeth Borne dise c'est moi ou le projet immigration, c'est qu'elle refuse d'accepter, d'admettre, d'assumer le projet issu du Sénat. Donc qu'elle donne sa démission, qu'elle quitte le gouvernement sur un désaccord, qu'elle tombe à gauche, ce projet-là. Qui reste-t-il à qui tendre la main et qui n'a pas du tout, comme Guillaume le disait, envie de se retrouver devant les électeurs? Les Républicains. Les Républicains. Ça, c'est possible en théorie. C'est possible. Oui, alors, bon, axiome 1, tout est possible. Ensuite, 2, il faut quand même savoir que nous, journalistes, sondeurs, politologues, acteurs de la vie politique, on rêve toujours de grands scénarios très spectaculaires, une dissolution, un changement de Premier ministre, des renversements d'alliances, etc. Je suis prêt à prendre le pari que le scénario le plus probable, c'est qu'il ne se passe rien, en tout cas rien de spectaculaire. C'est que pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, je n'exclus pas qu'il ne se passe rien pendant 3 ans et demi, à savoir que on reste avec cette majorité relative jusqu'au bout, qu'il n'y ait pas de grande recomposition politique, c'est-à-dire que le LR ne dise pas, allez, on choisit Macron, ou allez, on choisit Le Pen, ça, ils vont rester dans leur position actuelle, que des textes passent. Et je dis de parler avec un peu ironie du texte sur le coq, mais rendons au moins ça au gouvernement. Il a quand même fait aussi passer quelques textes un peu lourds. Je pense notamment à 3 lois de programmation pour la justice, la sécurité et les armées, avec des montants colossaux. Et qui ont été votés de manière très... Mais Guillaume, vous remarquerez que quand il s'agit de donner beaucoup d'argent, en général, on trouve plus facilement une majorité. Effectivement, c'était pas les lois qui étaient plus dures à faire. Mais bon, voilà. Et moi, je pense que la question qui se pose aussi pour Emmanuel Macron, c'est a-t-il la volonté, parce que c'est pas une question de capacité, c'est une question de volonté, de faire des réformes claires au sens où qu'elles fassent des vraies options. Idéologiquement claires. Des vraies options idéologiques, qui soient courageuses. La réforme des retraites, c'était une réforme courageuse, qu'elle a été contestée, elle a été impopulaire, mais il a tenu, bon an, mal an, et à l'arrivée, on a quand même une réforme qui a été votée. Pour l'instant, le seul domaine où on a le sentiment que des choses se font, des choses concrètes, des choses tangibles, des choses immédiates, bougent un peu,
c'est à l'éducation nationale, avec ce que fait Gabriel Attal. Avec Gabriel Attal. Que ce soit sur l'abaya, bientôt l'uniforme. Parce qu'il n'a pas besoin de passer par la loi. Voilà, peut-être. Mais je veux dire que quand on veut, il y a des secteurs où, quand on dit vraiment, on ne reste pas au milieu du chemin, on peut le faire. Est-ce qu'il va le faire sur le marché du travail? Est-ce qu'il va le faire sur l'immigration? Il y a plein de domaines où il pourrait le faire. Ça suppose de prendre des risques, ça suppose d'affronter l'impopularité. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, toute réforme qui bouge en profondeur les choses est mécaniquement impopulaire. Il ne faut pas croire qu'il y a la réforme spectaculaire qui va être applaudie par l'opinion. Ce n'est pas vrai. A-t-il la volonté et maintenant la possibilité en termes de poids politique suffisant face à l'opinion de le faire? C'est pas sûr. Par contre, faire du cabotage, ça, tout président peut en faire. On en a connu. Et ça peut durer. Ça fait un moment que ça dure, d'ailleurs. Mais bien sûr. Alors, le cabotage, moi, je suis assez d'accord, mais... J'ai pas dit le cabotinage, le cabotage. Non. Cabotage, mais alors... L'un n'excluant pas l'autre. Ouais. Mais Paul, comment on sort de l'immigration, là? Comment on en sort? Parce que pour continuer à caboter, il faut sortir de la crique, là. Oui, en fait, c'est ce que vous dites depuis tout à l'heure, il faut faire des choix. Il faut faire des choix et à un moment donné, il faut falloir sûrement passer en force d'un côté ou de l'autre. Soit on perd à gauche, soit on perd à droite. Qu'est-ce qui est le plus dommageable, qu'est-ce qui est le moins dommageable? C'est une question de risque, avantage-risque. C'est exactement le choix qu'a fait Le Pen. Le Pen pour voter la motion de rejet, c'est qu'à un moment donné, il s'est posé la question. Est-ce que les électeurs vont m'en vouloir de ne pas voter, de ne pas débattre d'un projet de loi qui fait peut-être avancer un peu les choses? Ou est-ce qu'ils vont être d'accord avec moi de sanctionner Emmanuel Macron, le gouvernement et Gérald Darmanin? Le gouvernement, il faut qu'il fasse le choix de... donc là, ils ont décidé de garder le texte, de pas finalement l'abandonner. Et maintenant, c'est en main de 14 personnes qui vont décider de quelle nature il va sortir et est-ce que les gens seront entendus. Il y a une option qui est écartée parce qu'elle est constitutionnellement impossible dans l'état actuel des choses, c'est que le président de la République convoque sur l'immigration un référendum. C'est quand même l'Arlésienne là-dessus. D'ailleurs, le texte est une arlésienne, puisque le texte sur l'immigration, ça fait 1 an et demi. Ça a d'abord été porté par Olivier Dussopt et Gérald Darmanin. D'abord Gérald Darmanin, puis après Gérald Darmanin et Olivier Dussopt. Et puis ça devait être peut-être saucissonné. Enfin, les Français voient des choses. Cette grille de lecture en termes d'inaction se nourrit de ça. Se nourrit aussi un thème que vous n'avez pas abordé, Guillaume, c'est la fin de vie. C'est un sujet sur lequel les Français veulent que ça bouge. Ça mais s'il y a 49.3 sur l'immigration, il n'y aura pas de fin de vie. Ah non, mais je suis bien d'accord, il n'y aura pas de fin de vie. Ça dépend pour qui. Au contraire, parce que il y aura des réformes, il y aura pas des réformes faciles et, permettez-moi de le dire, démagogiques. C'est facile à faire et je pense que ça lui fera oublier le... Si je me place sur un plan très, très politique, voire électoral. Électoral, c'est comment empêcher une victoire de Marine Le Pen, on va dire, en 2027. Alors, le gouvernement peut tenir pendant 2 ans et demi, 3 ans et demi, avec des remaniements, Madame Borne qui part à la rentrée, mais ce qui manque pour gêner Marine Le Pen, et le RN, cette irrésistible ascension, c'est un scrutin national. C'est-à-dire que les européennes vont être très bonnes, pour le Rassemblement national. On peine à imaginer que Jordan Bardella n'arrive pas en tête, mais ce qui a gêné le RN en 2017 à la présidentielle et en 2022, c'est la présence d'un scrutin national, en l'occurrence les régionales, quelques mois avant l'élection présidentielle, qui avait cassé la dynamique du RN. Pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, je me plains vraiment d'un point de vue tacticien. C'est des questions que les Français ne se posent pas du tout. Mais il y aura aussi, 3 ans quand même entre les deux. 3 ans. Emmanuel Macron, dans cette idée qu'il ne veut pas être... le Obama qui va donner les clés de l'Élysée à Trump, Marine Le Pen, si je puis dire, doit avoir ça en tête. Et ça penche peut-être pour, non pas à court terme, à titre personnel, je n'y crois pas du tout, mais à moyen ou long terme, sur cette dissolution pour, je dirais, peut-être compenser ou casser cette dynamique irrésistible du Rassemblement national, qui est vraiment réelle. Je suis frappé de voir toute une série d'indicateurs qui plaident pour une très bonne présidentielle pour le RN. Alors, vous oubliez une chose quand même. L'offre électorale. Mais non, c'est qu'il peut dissoudre. Oui, bien sûr. Ah oui. Parce que lui, il a peut-être envie de se représenter 5 ans après. Plus tôt. Le président de la République sortant. Alors, juridiquement, le débat n'est pas tranché. Non, il a le droit. Ce qui est clair, c'est qu'il ne peut pas faire plus de 2 mandats consécutifs. Oui. Donc ça, c'est mais là, s'il dissout. S'il dissout, il a une nouvelle assemblée, mais son mandat et dans 5 ans. Et dans 5 ans. Mais il faut qu'il démissionne. Ah non, mais il faut qu'il démissionne. Oui. Il faut qu'il démissionne. Bien sûr. Bien sûr. Et ça, c'était des demandes de la droite. Alors la démission. Je doute qu'il soit tenté par démission. Faisons de la fiction un peu, la démission. C'était les demandes de la droite vis-à-vis de François Mitterrand. C'était la théorie de Raymond Barre. En 86, Mitterrand part. Il est pas
va partir. Ouais. Mais précisément, la démission, personne n'y croit, mais c'est malgré tout cette question, articuler la question de la dissolution, parce que Emmanuel Macron ne peut pas se permettre une dissolution perdue. Ouais. Enfin, bien sûr, il peut cohabiter. Bon, mais C'est soit une défaite. Si l'idée, c'est, souvenez-vous, je pense qu'on va l'entendre révoquer à plusieurs reprises, mais cette fameuse dissolution du 16 mai 1877. MacMahon. Bon, il a un parlement avec lequel il se frite, et puisque c'est comme ça, je vous dissous. Il dissout et il se retrouve avec un parlement encore plus hostile. Il a dû se soumettre ou se démettre. La formule est restée célèbre. Voilà, Emmanuel Macron, avec la dissolution, parce que le côté Chirac 97, il se prend une tôle électorale. Bon, et puis après tout, il en prend son parti. Puis finalement, il est presque content de gouverner pendant 5 ans avec Jospin, mais avec l'idée de le battre 5 ans plus tard. Là, quand même, ce serait difficile. Donc, ça serait une sortie. Il faut quand même faire attention avec ce genre d'armes. Par rapport à ce que disait Frédéric, il me paraît fait une clé importante sur l'obsession d'Emmanuel Macron d'éviter que Marine Le Pen lui succède. Ce qui était le pari de 2017. Voilà. Bon, je pense que la seule chose, plus exactement, que plus il sera obsédé par cette question, et plus Marine Le Pen aura des chances d'arriver à l'Élysée. Pourquoi ? Parce que les électeurs, vous et moi, quels qu'ils soient de gauche, de droite, du RN, de LF, etc., quand on leur dit, moi, mon président, mon seul but, c'est pas de faire baisser le chômage, c'est pas d'améliorer le niveau d'éducation, c'est pas de rendre la ville, de faire baisser le pouvoir, d'améliorer le pouvoir d'achat, c'est d'empêcher la victoire d'un opposant politique. Ça, les Français. Ils soudent nous. Bon. Exactement. Et, voilà. Et je pense que tant que cette volonté première sera affichée de battre le RN l'emportera sur toute volonté de résoudre les problèmes concrets des citoyens, eh bien ça aura un effet boomerang. C'est de la mauvaise communication.